Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture avec nous ce soir Denis Oliven. C'est un paradoxe dont vous avez le secret, Denis Oliven, patron de médias, spécialiste du numérique que vous avez accompagné et pourtant vous publiez chez Albin Michel Mortelle Transparence. Vous y expliquez notamment, sans dramatiser, qu'aucun pouvoir ni aucun individu ne résiste à l'opinion publique à l'heure des réseaux sociaux. Et ça, c'est à vous, David. Alors je précise que vous êtes vous-même un addict des réseaux sociaux avant qu'on commence notre entretien. Ah ouais, mais avec, je mens sur les réseaux sociaux, comme ça je suis sûr que si on me pique mes données, c'est des données un peu frelatées. Bon, enfin, il ne faut pas m'écouter sur la transparence, c'est Denis Oliven qu'il faut lire, qui dit qu'il y a deux transparences, parce que vous parliez de paradoxe, parce que c'est un patron de médias, il connaît le numérique. Oui. Pourquoi il tirerait à vue sur la transparence, Denis Oliven? Mais il dit que la transparence est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne, il y a la mauvaise. La transparence qui permet de lyncher, de tout savoir des individus, de les mettre à nu sur la place publique, qui alimente le buzz, c'est évidemment la mauvaise. La transparence des lanceurs d'alerte, celle qui permet à la presse de faire son travail, c'est la bonne. Mais est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule transparence, Denis Oliven? Le problème serait l'usage qu'on fait de ces technologies ultra puissantes aujourd'hui. C'est vrai que les technologies pourraient être considérées comme neutres et au fond c'est nous qui sommes coupables par le mauvais usage que nous en faisons et donc du coup il faudrait mettre l'accent sur l'éducation, c'est vrai. Mais il reste cependant que ce développement des technologies numériques ultra intrusives se déploie sur le fond d'une culture qui nous vient des États-Unis, une culture de la transparence qui vient d'ailleurs des origines profondes des États-Unis, de leur culture puritaine, de leur fondation, et qui n'est pas la même culture que nous. Nous, on considère en Europe que, depuis la Révolution française, que la transparence, c'est les pouvoirs. Il faut que les pouvoirs soient à nu. Il faut, par exemple, qu'on sache qu'un ministre des Finances a un compte caché. Ça, c'est bien. Ou bien, il faut qu'on puisse tracer des produits dans les supermarchés. Ça, c'est bien. Donc, le pouvoir est politique, le pouvoir économique. Mais en revanche, on considère que les individus ont le droit à la vie privée. Que cette vie privée n'est pas forcément qu'elle cache des turpitudes. On y a droit. Les Américains n'ont pas ce regard-là. Ils pensent que on doit être nu devant Dieu et devant nos semblables. Et donc, cette idéologie américaine a facilité le développement de ces technologies numériques. Parce qu'ils nous ont fourgué ce qui nous permet de nous mettre à poil, si j'ose dire. Ils nous ont fourgué Twitter, Facebook et tout ce qui déshabille l'individu. Exactement. Les grandes plateformes numériques sont américaines et les patrons de ces plateformes partagent cette idée qu'on doit tous être nus. Le patron de Google a dit « La vie privée aura été une parenthèse de l'histoire de l'humanité ». C'est incroyable ce propos. C'est incroyable parce que c'est quoi la vie privée? C'est le fait qu'on a le droit de considérer que nos opinions, nos préférences, nos relations amoureuses, sexuelles, sentimentales, sociales, ça relève de nous. Et si on n'a pas envie de les partager avec les autres, c'est pas grave. Pour eux, c'est grave. Vous écrivez « Le secret est chaque jour moins bien gardé. Ce nouvel espace ne connaît pas l'oubli ». Jusqu'à quel point? C'est un autre effet assez dramatique de ce monde numérique nouveau, si on y prend garde. Parce qu'une fois encore, je voudrais dire que moi, je suis pour. Je trouve que c'est des progrès fantastiques. Il faut juste éviter les inconvénients de cette révolution. Donc l'un des aspects, c'est toute votre vie, vous serez poursuivi par une chose que vous avez faite à 17 ans ou qu'on vous a reproché d'avoir fait, même si ce n'est pas vrai. Mais oui. Or, ce principe de l'oubli, l'idée que vous êtes qu'un homme ou qu'une femme de 40 ans est la même ou le même qu'à 20 ans, c'est une idée qui est contraire à notre civilisation. Depuis la Rome antique, ce droit à l'oubli existe parce qu'on sait qu'on change. Donc le monde numérique, il a cet effet dévastateur de laisser des traces que rien ne vient... Pour être plus concret, un môme qui a fait une bêtise à 17 ans ou qu'on a accusé d'avoir fait une bêtise, pas forcément vrai sur les réseaux sociaux. Ou de l'intox, puisque l'intoxication fait aussi partie Exactement. Quand à 23 ou 24 ans, il va se présenter devant son futur employeur et que son employeur va lui dire et qu'il va passer à côté du job à cause de ça, vous voyez bien les effets dévastateurs de cette absence du droit à l'oubli. Vous dénoncez donc cet usage frelaté des nouvelles technologies. En même temps, il y a ce paradoxe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dresser face à ça? Parce que dans votre parcours, vous êtes un homme de presse, donc un homme de transparence. Vous avez adapté des médias traditionnels au numérique. Vous avez peut-être manipulé aussi des datas, celles de vos abonnés, de vos contacts, etc. Quel a été le réflexe de l'homme? Pourquoi l'homme se dresse comme ça? Et parce que je suis aux avant-postes de cette révolution. J'en vois tous les avantages fantastiques, mais en même temps, j'en vois les risques. Et moi, mon métier, ce n'est pas d'écrire des livres. Mais là, je me suis dit, mais il faut vraiment
qu'on partage ça, il faut qu'on crée un débat. Moi, mon seul objectif, c'est qu'on crée un débat. Parce que je pense que la meilleure manière, c'est comme pour la santé, enfin la médecine avec les lois bioéthiques, ou c'est comme pour la révolution énergétique quand on a compris que ça produisait des dégâts et qu'on a commencé à s'intéresser à l'environnement. Il faut qu'il y ait un débat, il faut que la société comprenne ce qui se passe. Et donc moi, j'ai eu envie de participer ou de susciter le débat ou de participer au fait qu'on le suscite pour que les citoyens discutent de ça, prennent conscience de ce qui se passe et commencent à réfléchir à la manière dont on peut réguler ça. Vous pensez qu'ils n'en ont pas conscience, les citoyens, de ça? Pas assez? Certainement pas assez. Et d'ailleurs, je pense que quels sont... Parce que le paradoxe de cette révolution numérique, c'est que c'est nous qui nous asservissons nous-mêmes. Oui. Personne ne nous impose ça, c'est nous. C'est nous qui... Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on pousse cette révolution? Pourquoi est-ce qu'on met des trucs sur Facebook? Pourquoi est-ce qu'on laisse des données personnelles partout? D'abord parce qu'il y a beaucoup de bien-être. La révolution numérique nous apporte beaucoup de choses. Donc on oublie la face négative. Ensuite, parce qu'elle flatte certaines de nos faiblesses. C'est les narcissisme, notre exhibitionnisme. Mais aussi parce qu'on est ignorant. Qui sait? Est-ce qu'un utilisateur de Facebook sait qu'il laisse 98 données personnelles en moyenne? C'est-à-dire que Facebook sait ce que vous mangez, qui sont vos amis, quelle est votre religion, votre statut matrimonial, et qu'il recoupe tout ça, et qu'il tire de tout ça des éléments d'information sur vous. Personne ne le sait en vérité. On est en train de le découvrir. Et bien justement, au moment où vous nous parlez ce soir, Facebook est dans la tourmente. Son PDG a même présenté ses excuses. La faute à Cambridge Analytica. Cette entreprise britannique a été très utile à Donald Trump durant sa campagne pour la présidence des États-Unis. Elle a analysé et influencé pour lui les données de dizaines de millions d'utilisateurs. Le tout à leur insu. Le reportage de Julie Patin. It's no exaggeration to say that Facebook is in crisis. The data breach is reportedly the largest in the social network's history. Facebook, accusé d'avoir laissé filer les données confidentielles de 50 millions d'internautes américains au profit de la campagne de Donald Trump. Au cœur de cette affaire, une société britannique, Cambridge Analytica. En 2014, elle développe un test de personnalité qu'elle diffuse sur Facebook. Pour accéder au test, l'internaute doit cocher une petite case, comme souvent, qui autorise l'accès à ses données personnelles, mais aussi à celles de ses amis. En quelques mois, les données de 50 millions d'Américains sont collectées à leur insu pour établir un profil psychologique. 2 ans plus tard, en 2016, ces données ultra précises sont utilisées pour créer des messages personnalisés, ciblés sur Internet, pour favoriser Donald Trump. À la manœuvre, Steve Bannon, au conseil d'administration de cette entreprise, est directeur de campagne de Trump. Steve Bannon avait besoin d'armes pour sa guerre culturelle. C'est ce qu'il voulait. Et avec ça, on lui a offert un moyen d'accomplir ce qu'il voulait, c'est-à-dire changer la culture de l'Amérique. Une collecte de données personnelles illégale dans un but politique. Facebook est accusé d'en avoir eu connaissance, mais de n'avoir rien fait pour l'empêcher. Après la révélation de ce scandale, l'action a dégringolé en bourse. Silence radio pendant plusieurs jours, mais hier soir, le patron de Facebook s'est enfin exprimé. Ça a été une rupture de confiance majeure et j'en suis vraiment désolé. Nous avons la responsabilité de protéger les données des gens et si nous ne réussissons pas à le faire, alors nous ne méritons pas de vous servir. Notre responsabilité, c'est qu'une telle chose ne se reproduise plus. Malgré ce mea culpa, la méfiance envers Facebook s'étend. Une campagne pour quitter Facebook se propage sur Internet. Une nouvelle crise, alors que l'on s'inquiète de plus en plus, jusque dans la Silicon Valley, des effets néfastes des réseaux sociaux. Alors, rappelons, parce que nous l'avons filmé et vous l'avez vu dans nos reportages, que Steve Bannon vient de participer à la création du nouveau Front National, puisqu'il en était l'invité, il était l'invité du Congrès. Et ce que montre très bien ce reportage, et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'en fait, on nous observe, puis ensuite, on nous influence, ou en tout cas, on essaye de nous influencer. En tout cas, on traite, on donne... Alors, nous, quand on a commencé à sortir ce livre, certains nous disaient, vous êtes paranoïaque. Oui. Et je dois dire que l'affaire de Cambridge Analytica montre qu'on est plutôt en dessous de la vérité. Oui, parce que non seulement vous donnez vos données,
mais vous ne savez pas quel usage on fait de ces données. Hein. Vous ne savez pas qui utilise vos données. Est-ce que c'est votre assureur? Est-ce que c'est votre employeur Mais non seulement vous donnez vos données à vous, mais quand vous êtes sur Facebook, vous donnez aussi les données de ceux qui vous suivent. C'est-à-dire que quand j'atteins un utilisateur de Facebook, j'atteins en même temps les 200 amis en moyenne qu'il a. C'est vertigineux. Donc il y a un aspirateur à données et le malheureux utilisateur que nous sommes ignore l'usage qui est fait de ces données. Il y a quelque chose, en effet, de vertigineux dans ce qui est en train de se produire. Et il y a un passage dans votre livre, page 164. Facebook collecte 98 sortes de données sur chacun de ses 2 milliards d'utilisateurs. Parmi elles figurent l'appartenance religieuse, le revenu, la valeur du patrimoine, la valeur de la résidence principale. Grâce à elles, la firme saura si vous avez des enfants, si vous êtes marié, le nombre d'emprunts que vous avez contractés, si vous faites le ramadan, la date à laquelle vous avez acheté votre voiture et bien d'autres informations encore. Comment échapper à ça ? D'abord par l'éducation, point 1, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que nos enfants sachent quel usage... Est-ce qu'on jetterait nos enfants sur les routes sans leur apprendre comment traverser la rue? Non. Et je ne parle même pas de leur apprendre à conduire. Donc il faut qu'on éduque nos enfants, à l'école, au collège, au lycée. Il faut que ce sujet devienne majeur. Puisque c'est une question d'usage, il faut qu'ils connaissent cet usage. Deuxième point, il faut qu'il y ait un débat dans la société. Il faut que la société sache ce qui se produit, pour qu'elle soit consciente. Il faut qu'il y ait un débat, comme il y en a eu sur d'autres sujets majeurs de cette nature de progrès technique. Troisième point, il faut des règles. Pas forcément des règles de loi anciennes, des règles qui peuvent être souples. Mais là, on se heurte un vrai problème. Quand j'entends le fondateur de Facebook dire « il faut qu'on protège nos utilisateurs et leurs données », les Américains et nous n'avons pas du tout le même regard sur ce que c'est que la protection des données. Or, on est dans une économie mondiale. Nous, en gros, pour résumer, on pense que les données, c'est comme un bout de notre corps, les données personnelles, les Européens. Donc, on n'a pas le droit d'en jouir librement. Les Américains pensent que les données personnelles, c'est comme votre voiture ou votre appartement. Vous avez le droit de les louer, vous avez le droit de les vendre. Pour nous, la protection des données, c'est un droit de l'homme. Pour les Américains, c'est une question de droit de la consommation. Et vous voyez, et par conséquent, nous, on définit des règles, on est en train de le faire pour protéger nos données, mais les Américains n'ont pas du tout les mêmes. Or, les données, elles ne connaissent pas les frontières. Il y a un enjeu économique, comme vous venez de le dire, mais dans votre livre, il y a aussi un enjeu philosophique, culturel. Vous dites, si tous les algorithmes décident pour nous de nos livres, nous font des suggestions pour les films, pour aller au cinéma et pour trouver un amoureux grâce à des sites de rencontres, c'est la liberté et c'est le hasard qui est en question. Et vous avez 30 secondes pour lui répondre. Oui, c'est un monde inhumain, un monde dans lequel, pour prendre un seul exemple, sur les sites de rencontres, on va vous dire exactement qui est la personne qui correspond à votre goût. C'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de l'amour, c'est la rencontre de hasard entre deux personnes que rien n'était fait pour qu'ils s'aiment et qui finalement vont apprendre à vivre l'un avec l'autre. Donc un monde dans lequel on ne rencontrerait que de ses semblables, un monde dans lequel il n'y aurait pas d'altérité, un monde du même est un monde inhumain. Et donc, il faut que nous nous protégions contre la naissance de ce monde inhumain. Et vive l'amour. Alors, vive l'amour, je suis d'accord. Merci Denis Oliven, Mortelle Transparence, avec Mathias Chiche-Portiche, paru donc aux éditions Albin Michel.